Qui n'aura pas vu la révélation des pyramides, s'il vous plaît? C'est bien, c'est une majorité, ça veut dire que je pense que ce soir, tout le monde va être devant Internet en train de regarder ce film. J'ai besoin de le savoir parce que, évidemment, les personnes qui connaissent ce film, la plupart du temps, restent collées au plafond pendant 15 jours et en redescendent tout doucement en prenant conscience des conséquences des découvertes que j'ai faites à l'âge de 15 ans et que je vais développer devant vous. On va donner 3 temps à cette réunion. Le premier, donc l'exposé proprement parlé, concernant simplement le site de Gizeh en Égypte, là où il y a les grandes pyramides, environ 1h15. Alors, ça va être dur pour vous, mais vous allez faire un tour du monde dans la deuxième partie, donc ça devra aller beaucoup mieux, vous pourrez vous aérer les yeux et la tête. La première partie est réputée difficile parce que pour avoir une preuve absolue de quelque chose, avec les sciences modernes, on est obligé d'en passer par les mathématiques. Rassurez-vous, ce sera des mathématiques, si je puis dire, non pas primaires, mais simples. J'ai tenté tout le temps de clarifier les situations afin de les rendre faciles à comprendre. Ce que je souhaite, évidemment, c'est, par un acte pédagogique, faire que tout le monde puisse se faire sa propre opinion. Donc vous allez prendre connaissance de faits, vous allez les conserver. Je dis d'ores et déjà que un DVD sera fait de cette réunion, il y a des caméras ici, et ce DVD sera mis ultérieurement à votre disposition. Je fais simplement l'introduction, je pense que Gilbert voudra parler. Je tiens justement à en profiter pour remercier Monique Aubergier et Gilbert Attard à la fois pour leur initiative, beaucoup pour leur accueil, la qualité de la générosité, la disponibilité, toutes ces choses, et vous aussi. La deuxième partie, donc, c'est un tour du monde, parce que, en réalité, ce que j'ai découvert, simplement, c'est qu'il y a un lien entre le site des Grandes Pyramides et l'île de Pâques. On peut se demander, a priori, quel pourrait être ce lien. C'est très simple. La Grande Pyramide, comme vous allez le voir, est située au centre du monde, alors que l'île de Pâques, c'est l'endroit le plus isolé du monde. Déjà, ça parle d'une forme de mathématiques à laquelle on n'est pas habitué, c'est la polarité. Et il se trouve que ces deux sites sont situés sur un équateur penché. Et à partir de ce moment-là, les choses deviennent plus compliquées parce qu'on est confronté à plusieurs hypothèses, dont la plus forte, si je puis dire, pourrait parler d'une civilisation antérieure très puissante, très évoluée, et qui nous a laissé un message. Ou encore l'autre, ça pourrait être des gens venus d'ailleurs que de la Terre, qui nous auraient laissé ce message. Donc, le troisième temps, en termes de conclusion, ce sera vos questions. Donc, on tâchera d'être timé, c'est-à-dire d'ici 18 h, on doit avoir tout fait. Maintenant, à Gilbert, merci. Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. On me dit d'être dans la lumière, bon, je suis dans la lumière. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce mystère des pyramides. Je vais être très bref puisque Jacques a déjà fait une partie de mon travail, c'est bien. Alors, je vais simplement dire, pour ceux qui ne connaissent pas le CROPS, comment nous fonctionnons, eh bien, nous avons l'habitude de recevoir, disons, le mieux possible nos invités. Et Jacques, toi, tu ne connais pas non plus notre façon de faire. Alors, nous aimons bien faire des cadeaux à nos conférenciers afin qu'ils repartent avec un bon souvenir. Des petits cadeaux. Des petits cadeaux, voilà. Comme on dit, les cadeaux entretiennent l'amitié. Donc le premier, eh bien, nous tenons membre d'honneur de notre association. Et pour le concrétiser, eh bien, nous avons un petit cadeau, le diplôme de membre de notre association. Donc maintenant, tu fais partie de notre association. Ça commence bien. Voilà. Mais bon, tu me diras, ça c'est bien joli, mais bon, on aime bien aussi, on s'instruit, mais on aime bien aussi en profiter et de faire un bon petit moment à table. Alors, ben, pour que tu gardes un bon souvenir de chez nous, eh bien, nous avons aussi un petit cadeau là, qui lui est des spécialités de notre région, parce qu'il vient quand même de Paris. Un cadeau consistant. Ce sont des spécialités de chez nous en Provence. Voilà, donc, Jacques, attends, c'est pas fini. Voilà, mais pour profiter de ça, il faut une bonne bouteille de chez nous. Donc, un petit rosé de Provence. Voilà, ben oui, donc voilà. Alors, je vais pouvoir faire cette conférence dans la langue locale. Voilà, alors exprès pour que Jacques ait le plus de temps possible,
J'ai été bref, je vous remercie encore à toutes et à tous, et maintenant je passe la parole à Jacques, qui a beaucoup plus de choses que moi à dire. Ça n'est pas exactement. Donc on va commencer par pousser les projecteurs du côté de Gizeh en Égypte. D'abord, il faut constater un fait social à fondation scientifique. Tout fait qui s'écarte de l'ordre établi est encore considéré par les autorités en général comme une anomalie et donc comme un élément hautement suspect a priori. C'est là que se situe le problème. Heureusement, ce scepticisme systématique, irrationnel, bien plus proche d'une idéologie que du doute méthodique, n'empêche nullement de nombreuses et étonnantes découvertes de venir de temps à autre bouleverser les règles admises et repousser les bornes connues. Si bon nombre de ces mystères sont résolus et trouvent une explication scientifique, il en reste cependant quelques-uns à ne pas avoir trouvé de solution, simplement parce que l'on n'en cherche pas. Et on s'abstient d'en chercher. Or, comme le rappelle le physicien anglais William Thomson, Lord Kelvin, découvreur du zéro absolu, suivez mon regard, la science est tenue par l'éternelle loi de l'honneur à regarder franchement en face et sans crainte tout problème qui peut se présenter à elle. Et il y en a des problèmes. En grande quantité, c'est de l'observation exacte des faits inexpliqués que sont nées les principales découvertes. C'est ce que disait l'astronome Camille Flammarion. Et des faits inexpliqués, il y en a, et en très grande quantité. Ce qui tombe bien parce qu'il n'y a pour l'homme de vérité positive que les faits qu'il peut observer. Sauf les faits, tout n'est qu'opinion. Quand vous verrez le film dont je suis l'auteur, vous apercevrez qu'il y a une pédagogie qui a été mise en œuvre avec et en concertation avec le réalisateur afin que chacun puisse prendre les éléments factuels proposés, la résolution de certains problèmes et les juger par soi-même, c'est-à-dire avec ses connaissances, sa sensibilité, sa culture, etc. Et non pas un forçage. On ne dit pas cette chose est ceci, on dit il semble que cette chose soit ceci. Donc, à partir de ce préavis, si je puis dire, de liberté, maintenant vous faites connaissance avec cette situation réelle. En 1859, l'anglais John Taylor, c'est un astronome et un mathématicien amateur, fils d'éditeur, découvre que le demi-périmètre de la grande pyramide de Gizeh, divisé par la hauteur, égale pi, nombre bien connu des écoliers. Et cette particularité qu'à pi, c'est un nombre qui commence et qui n'a pas de fin. En fait, on dit qu'il est infini, on devrait dire qu'il est indéfini. À tel point que, lorsque j'ai découvert ces choses-là, j'ai dû changer la terminologie. J'appelle ça un quasi-nombre, parce qu'avec un nombre comme ça, on ne peut rien faire de complet, d'absolu, de définitif. C'est donc, parmi les nombres, une marque particulière d'être spécial. Voilà. Donc, il a fait cette opération toute banale. 880 coudées. La coudée, c'est l'étalon local chez les bâtisseurs, et je ne dis pas les Égyptiens, je dis bien les bâtisseurs. 880 coudées, c'est la valeur de cette ligne-là. 280 coudées, c'est cette ligne-là. Alors, chez ces anciens, j'ai découvert une autre manière de penser, et je vais vous l'exprimer directement. Ils disent, eux, non pas le demi-périmètre divisé par la hauteur, ils disent la plus grande dimension visible horizontale divisée par la plus grande dimension invisible verticale. Et on voit là s'installer une mentalité très particulière. C'est-à-dire, les choses sont polarisées, sont en quelque sorte sexuées. Et la bonne manière de comprendre cela, c'est s'y habituer progressivement, et c'est ce que j'ai tenté de faire à travers ce film. Maintenant, vous allez poser la question, comme tout individu rationnel, mais pourquoi seulement le demi-périmètre? Parce que l'expérience directe le montre, si vous voulez regarder trois côtés, c'est impossible. Le maximum que vous puissiez observer, c'est deux côtés à la fois. Jean-Pierre Adam, qui est la personne qui va vous faire plus rire dans ce film, c'est une mentalité supplémentaire, j'appelle ça comme ça, à savoir que lui, il ricane d'abord, et il dit pourquoi seulement le demi-périmètre et pas les trois quarts et pas le... Ben, monsieur, regardez, et vous verrez pourquoi c'est seulement ça. Le maximum de la dimension horizontale visible, c'est le demi-périmètre. Je me souviendrai de monsieur Jean-Pierre Adam, c'est un homme qui vous parlera de brosse à dents. Donc, petit rappel, pi, c'est ce nombre par lequel, multipliant le diamètre d'un cercle quelconque, on obtient le périmètre de ce cercle quelconque. C'est un nombre infini ou indéfini, dit irrationnel et même transcendant, parce que rien ne permet de l'exprimer hormis cette opération-là. Et c'est ce qu'on appelle une constante universelle, parce que quoi que l'on fasse, quel que soit le cercle, dans l'infini de l'univers, il a toujours cette même propriété, et sa valeur usuelle, c'est 3, 14, 16, qui est très largement suffisant.
Ce nombre infini exprimé dans un édifice fini, est-ce un effet du hasard? C'est la question que je me suis posée, parce que quand j'avais 15 ans, je voulais devenir architecte. J'étais bon en maths, j'étais bon en dessin, avec une créativité soutenue. Et comme c'était une profession qui permet d'influencer la vie sociale, sans faire de politique, je m'étais dit, ça me convient. Je gagne bien ma vie, libéralement, je fais ce que je veux de mon existence. Quand j'ai découvert ça, je vais vous expliquer comment, je me suis dit, il faut que je me taise, parce que vous allez mesurer l'ampleur et la profondeur, le poids de ces découvertes, et vous dire, il a peut-être eu raison de se taire et d'attendre d'avoir une cinquantaine d'années pour s'en expliquer. Voilà, donc j'étais engagé dans cette idée, je vais être architecte. Et on m'avait demandé un exposé, quel métier voudrais-tu faire? Illustre-le dans un exposé, 3/4 d'heure maximum. Je m'étais dit, bon, je vais aller me diriger vers les pyramides d'Égypte, d'abord parce que c'est en quelque sorte la merveille du monde ancien. Ensuite, c'est la première chose qui a été construite de manière architecturale. Ça n'est pas un tas de sable, c'est quelque chose qui est maçonné, qui est conçu. Je suis allé dans les librairies de Paris, j'ai bien recherché, je n'ai trouvé qu'un seul et unique ouvrage, Le mystère des grandes pyramides d'Égypte, de Jean-Philippe Loher, architecte et égyptologue. J'ai potassé le bouquin, j'ai trouvé tant d'erreurs en maths que j'ai été très étonné. Surtout qu'il mettait à la fin de l'ouvrage, ces opérations étaient vérifiées par des membres de l'Institut. Alors, soit on avait affaire à des gens complètement ravagés, soit c'était moi le ravagé. Donc j'ai dû vérifier, et voilà ce que j'ai découvert, tout à fait inopinément. C'est qu'on a vu que John Taylor, lui, il a divisé cette dimension-là par celle-là. Moi, je donne cette dimension-là, 880 coulées, le demi-périmètre en mètres, la hauteur en mètres, et je fais la soustraction, et je trouve 314 mètres 16, c'est-à-dire le nombre pi exprimé en hectomètres. Alors le problème, c'est en hectomètres, 27 siècles avant notre ère, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous comprenez que j'ai dû me taire. Le meilleur ami de ma famille étant architecte, je lui ai demandé de refaire les opérations, mais sans lui dire que c'était relativement à la Grande Pyramide. Donc là, je me suis trouvé dans une situation un peu catastrophique. On trouve pi 2 fois avec les mêmes valeurs, ce que je vais montrer ici, soit en divisant, c'est un rapport de proportion, soit en soustrayant de valeurs, on retrouve la même valeur transcendante, irrationnelle, etc. Le problème qui se pose, c'est que 27 siècles avant notre ère, on n'écrivait pas, on ne parlait pas de mathématiques, il n'y avait aucune transmission de métier, puisque ces pyramides, c'était les premières œuvres édifiées. Donc là, la dimension de l'énigme se posait directement. Ainsi, dans une grande pyramide de Gizeh, que tout le monde connaît, une division et une soustraction des mêmes termes, exprimés dans des référents métrologiques différents, le mètre et la coulée, donnent un résultat analogue, un nombre exprimant un rapport de proportion invisible et une valeur numérique présumée inconnue à cette époque et équivalente à pi, une constante mathématique universelle, naturelle, irrationnelle et transcendante. Bonjour l'ambiance. Et c'est 25 siècles avant notre ère, alors que ni mathématiques ni écriture n'existent. Et sur la Terre, personne n'utilise d'écriture, personne n'utilise de mathématiques aussi élaborées. Ça laisse, le moins qu'on puisse dire, ça laisse perplexe. On sort d'un problème et on entre dans un autre très facilement avec ce genre de situation. D'autant plus que selon Jean-François Champollion, découvreur de la signification et de la lecture des hiéroglyphes, un nombre considérable de formes géométriques est admis parmi les éléments de l'écriture sacrée. Les lignes droites, courbes ou brisées, les angles, les triangles, les quadrilatères, les parallélogrammes, les cercles, les sphères et les polygones, entre autres, y sont fréquemment reproduits. Ça veut dire qu'on a affaire, dès l'origine, dans l'écriture, à une intrusion mathématique sous forme de géométrie. La géométrie, selon la définition des anciens, c'est la partie sensible des mathématiques. Et ça joue un rôle concret, en effet. Dans l'Égypte ancienne, par ailleurs, tout ce qui est savoir et intelligence est assujetti à Djerouti Tot, hypostase de l'intelligence divine créatrice. Et ce fameux Djerouti Tot, c'est le dieu des arts, des sciences, du langage, des savoir-faire et des secrets, évidemment de tout ce qui est mesure. La grande pyramide de Gizeh est donc, plus que toute autre réalisation, sous son éminente mais très discrète tutelle. Parce que, en effet, selon les textes anciens, ce que Thoth préfère par-dessus tout, c'est le silence. Il consent parfois cependant à se laisser entendre, mais si l'on veut bien utiliser son langage à lui. Et vous allez comprendre immédiatement la nature du problème, parce que son langage consiste à dire sans dire, montrer sans montrer, cacher sans cacher,
sur le modèle de la divinité créatrice elle-même, ou de la nature si vous préférez, qui ne dit jamais, mais signifie, c'est-à-dire qu'elle crée un sens, ou elle propose un sens. Donc, ayant compris cela au bout d'un certain temps, je me suis dit, je vais considérer cette grande pyramide non pas comme le tombeau ou le cénotaphe de quelques rois ou pharaons, mais comme une figure géométrique particulière que je vais analyser comme le moindre matheux. Parce que j'avais dans l'intuition que les mathématiques sont le langage universel. Le nombre est un invariant commun. Donc, après avoir pris cette décision, j'ai étudié par comparaison, et je me suis aperçu que là où ça commençait à coincer, c'est qu'il fallait trouver quel est l'étalon métrologique utilisé par ces bâtisseurs. L'Égypte ancienne propose la coudée. On dit, et surtout les égyptologues, la coudée serait la dimension qui va de la pointe du médius, et je ne fais pas de jeu de mots, jusqu'à la pointe du coude. Ça peut être un homme ordinaire, ça peut être un roi, ça peut être un dieu, personne ne le sait. En tous les cas, l'origine serait dite empirique. Alors moi, je vais démontrer le contraire immédiatement. Et d'abord, je vais prendre un fait commun. Lorsque vous irez au Louvre, vous regarderez, dans un seul endroit du Louvre, dans les antiquités égyptiennes, on trouve exposée une coudée. Il y en a 130 qui ont été découvertes, mais on n'en expose qu'une. Et cette coudée, elle est dite règle de Maya, ministre des Finances du roi Toutankhamon, c'est-à-dire au XIVe siècle avant notre ère, pardon. Et la dimension qu'on lui donne, c'est 52 cm 3. Vous allez voir que ce que je vais proposer comme coudée scientifiquement rectifiée est très proche de cela. Maintenant, le problème qui n'a jamais été évoqué dans quelques livres consacrés aux grandes pyramides que ce soit est celui-ci. Quand on va prendre des dimensions, ces dimensions sont relatives à l'ensoleillement et au lieu du relevé. Parce que quand on va le matin, il fait chaud, médiocrement chaud. L'après-midi, c'est brûlant. Et ces choses modifient la grande pyramide. L'indice de dilatation du calcaire étant connu, on s'aperçoit que le côté est et le côté sud sont les plus chauds et par conséquent les plus grands. C'est pourquoi, vous qui êtes amis de la recherche ufologique, je vous poserai une question. Comment se fait-il qu'on ait trouvé des bateaux du côté est et du côté sud seulement? Ça, c'est une bonne question pour ufologues. Étant donné que nous, on appelle ça des bateaux, mais eux appellent ça des vaisseaux, qui est beaucoup plus ouvert. Un vaisseau céleste peut faire l'affaire, encore faut-il le démontrer. Donc, prendre des dimensionnements sur la chose, c'est illusoire, puisqu'il faudrait rectifier selon l'ensoleillement, le moment de la journée, etc. Donc ça aussi, je l'ai pris en considération en cherchant de manière méthodique. Alors la chose qui surprend le plus lorsqu'on étudie cet édifice, c'est son orientation. Parce qu'elle est tellement précise qu'elle n'a été égalée que 40 siècles après. Regardez par exemple la perfection quasi absolue dans ce domaine, c'est que Tycho Brahe, astronome au XVIe siècle, il a fait lui-même édifier son observatoire sur la direction du pôle qu'il donnait. Et la direction qu'il a donnée, elle est 6 fois plus grande en termes d'erreur que celle proposée par la Grande Pyramide. Et encore pour la Grande Pyramide, on ne sait pas si cet écart est dû au fait que les continents s'écartent les uns des autres ou au tremblement de terre qui était à cette époque-là extrêmement important. Au XIIIe siècle, la ville du Caire a été entièrement rasée par un tremblement de terre et les gens sont venus chercher leurs pierres pour construire la grande mosquée sur le site de la Grande Pyramide qui, elle, n'avait pas bougé. Pour une raison simple, elle est clippée sur une colline qui était taillée. C'est-à-dire que s'il y a une colline, pour faire des visées astronomiques, négatif, impossible. Pour faire que le plateau soit plat, avec des rigoles d'eau, impossible. Ça veut dire que tout ce qui vous est dit d'une manière générale par l'égyptologie, vous pouvez le mettre à la poubelle. Ça n'a aucune valeur sur le terrain. Ces choses-là sont connues dès l'origine, mais on n'en parle jamais parce que ça pose problème, et grave problème. Maintenant, on va... Je vous sens un peu inquiet par les mathématiques, comme je l'ai prévu tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je vous accompagne très doucement. C'est fort simple et limpide, la démonstration est celle-ci. Soit un cercle de 1 de diamètre. On se fiche de savoir quelle valeur métrologique va accompagner. On dit que c'est un nombre 1. Vous ne retenez rien. C'est simple, me semble-t-il. Si le diamètre fait 1, le périmètre fera 3, 14, 16. À peu de choses près. Mais là où ça devient inquiétant, c'est que lorsqu'on divise pi, 3, 14, 16 par 6, c'est-à-dire la première division qu'on fait au naturel avec le compas, on trouve une valeur qui est indiquée ici, 0,5236, sans valeur métrologique.
soit la valeur de la coudée des égyptologues à 1/1000e près. Donc, entre la proposition arbitraire qui dirait que la coudée, c'est un truc qu'on a pris sur n'importe quel individu, c'est une moyenne, etc., et ce rapprochement, il y a une différence considérable. Il y a cette valeur-là qui est en corrélation avec le système universel de correspondance, l'autre, non. Tiens bon. Donc, c'est à 1/10 près ou à 1/10 de millimètre si on la lit cette fois-ci en mètres. On a commencé sans précision métrologique, mais si on veut la lire telle qu'on la lit de nos jours, comme vous l'avez vu, la règle de Maya au musée du Louvre, on trouve à 1/10 de millimètre près la valeur de la coulée en mètres. C'est donc cette manière de considérer la chose qui est importante, puisque je peux dire désormais que cette coudée a été scientifiquement rectifiée. J'en sais l'origine, je sais ses propriétés, toutes ces choses-là. Alors ce qui est étonnant, c'est que cette règle métrologique, cet étalon métrologique, mesure donc 0 m, 52 cm, 3 mm et 6/10 de millimètre. Il y a quand même de quoi être étonné parce que la coudée est précise au 10e de millimètre, bien qu'on l'utilise pour dimensionner des édifices dépassant les centaines de mètres. La pyramide, la grande, c'est plus de 230 mètres de côté, plus de 146 mètres de haut. On se pose la question, mais pourquoi une telle exigence de précision? À quoi ça sert, surtout au XXe siècle avant notre ère? Pour que ça soit une démonstration, il fallait ajouter un élément supplémentaire. Là encore, c'est une découverte que j'ai faite parce que je suis arrivé sans a priori. Je ne me suis pas dit c'est une chose que les Égyptiens ou ceci, j'ai vu comme un matheux, tout bête. À 15 ans, on est un matheux débutant, surtout intuitif d'ailleurs. Donc, regardez bien, c'est facile là encore. Si 0 m 52,36 soit une coudée, ou encore 52 cm 3 mm et 6/10 de millimètre, multiplié par 6 valent pi en mètres, cette même coudée, 0 m 52 cm 3 mm 6/10, multiplié par 5, vaut le fameux nombre d'or au carré, qui est une autre constante, de la même manière que pi, je l'appelle un quasi-nombre. C'est-à-dire, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Donc c'est un nombre de même caractéristique, c'est-à-dire un nombre qu'on appelle une constante naturelle, universelle, irrationnelle, transcendante, indéfinie ou infinie au choix. Donc deux nombres de cette catégorie de nombres qui sont assez rares, c'est quand même assez exceptionnel, surtout quand il y a une liaison de cet ordre. 5 fois la coudée égale le nombre d'or au carré, 6 fois la coudée égale le nombre pi. C'est là que je me suis aperçu que ces gens-là avaient une manière de compter très particulière. Avant de vous la faire connaître, on va faire un petit tour avec ce nombre-là, le nombre d'or, parce qu'on le connaît, on a entendu parler de lui, mais ses caractéristiques réalistes, on ne les connaît pas vraiment. On dit que c'est un nombre infini et rythmique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le trouve dans la suite infinie des nombres, il est une fois plus haut que 16, que 1 618, et une fois un peu plus bas. Regardez comme c'est écrit ici. Ça, c'est la valeur étendue de ce nombre. Il n'y a pas de terme, il est arithmique. On ne peut pas prévoir de quoi il est constitué. Il n'y a rien qui permet de le savoir. C'est justement ce que les anciens considéraient être la partie divine. Bon, on fera avec, faute de mieux. Mais les grands bâtisseurs donc, ont considéré que la coudée x5 fait le nombre d'or au carré, alors que 6 c'est pi. Et selon moi, ça fonde nos systèmes de référence métrologique actuels, à savoir, la base 10, ce sont les dimensions itinéraires, 10 km, 100 km, etc. On fonctionne donc sur le système décimal. En revanche, quand on calcule des angles ou des temps, là, on fonctionne dans un système duodécimal. Le décimal est en corrélation avec phi au carré, par 5, là, alors que tout ce qui est surface étanche est en corrélation avec ça. Cette notion, elle s'appelle, dans la physique moderne, la notion espace-temps. Donc, il faudrait considérer que les gens qui ont construit cet édifice avaient déjà acquis cette notion. Cette notion, en revanche, elle ne s'aperçoit pas dans le monde ordinaire, sauf à être vraiment très fort, si je puis dire, dans l'introspection et s'apercevoir que le temps et l'espace sont corrélés. Donc, pour ne pas trop alourdir le sujet, retenez simplement qu'une partie est destinée aux mesures itinéraires et l'autre aux mesures angulaires et temporelles.
Donc 3,14 moins phi au carré égale la coudée. Ça, c'est l'opération qui m'a fait verrouiller la totalité de mes découvertes afin de pouvoir les transmettre ultérieurement et démontrer que les bâtisseurs, que je pense ne pas être les Égyptiens, avaient un système mathématique très élaboré, très fin, et ils utilisaient des nombres irrationnels avant de construire quoi que ce soit. Parce que cette manière de construire et de dimensionner, on va le retrouver partout autour de la Terre. Constante mathématique moins constante mathématique égale coudée scientifiquement rectifiée. Donc coudée des bâtisseurs, non pas des Égyptiens, bien qu'ils les ressemblent beaucoup. Soustraction d'une constante universelle, naturelle, irrationnelle et infinie à une autre constante universelle, naturelle, irrationnelle et infinie donne la coudée des bâtisseurs de l'ancienne Égypte qui est exprimée ici en mètres. Pi moins phi au carré, le nombre d'eau au carré, égale coudée. Pas moyen de la tourner autour, il y a vérification scientifique évidente, si je puis dire. En outre, par la coudée, les constantes irrationnelles pi et phi sont liées au mètre, puisqu'on a vu qu'on donnait comme valeur 1, ça devient 1 mètre de diamètre. Nécessairement, cette relation, cette corrélation fait que le mètre devait être connu. La preuve a été donnée antérieurement, puisque le demi-périmètre exprimé en mètres moins la hauteur exprimée en mètres donne un résultat en hectomètres lisible sous la forme du nombre pi. Alors, cette liaison, elle s'étend aussi curieusement à la Terre. On va voir la cohérence assez exceptionnelle de cet ensemble. Pour bien que vous vous imprégniez de cette situation, j'ai recommencé ici sous une autre forme. Pi moins phi carré égale coudée. Coudée par 5 égale phi carré, coudée par 6 égale pi, diamètre égale 1, périmètre égale pi. 1 sixième de cercle de 1 de diamètre égale la coudée. 5 sixièmes égale phi au carré. Le diamètre 1 devient un diamètre de 1 mètre. 1 mètre. Bref promenade avec le nombre d'or. Phi, le nombre d'or, est généré par le cœur des nombres lui-même et apparaît dans ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Il apparaît sexué, c'est-à-dire une fois il est un peu plus haut, une fois un peu plus bas que 1,618. Et cette situation le donne comme unique dans le nombre infini. Regardez, c'est très simple. 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 1 plus 8, etc. Lorsqu'on dépasse le 12e rang ici et qu'on divise n'importe lequel de ces nombres de cette suite par le précédent, on obtient le nombre d'or. Quand on fait avec le suivant, on obtient l'inverse du nombre d'or. Parce que 1 divisé par 1,618 donne 0,618. On va voir d'autres particularités de cette espèce. Du point de vue mathématique, phi, le nombre d'or, possède de nombreuses spécificités uniques dans l'infini des nombres, et toujours en relation avec le nombre 1. C'est ça sa particularité. C'est pourquoi il était aussi appelé la divine proportion. Il est toujours en relation avec le 1 qui désigne l'unité divine. C'est pourquoi on le voit apparaître directement dans la culture ancienne, secrète et sacrée, et avec une importance capitale, la divine proportion. 1, 618 et 0,618 sont inverses, on les ajoute, et ça fait phi au carré, 2,618. Phi est le seul dans l'infini des nombres qui se multiplie par lui-même lorsqu'on lui ajoute 1, d'où cette relation très spéciale. Si on lui retranche 1, on donne son inverse. Il est le seul dans l'infini des nombres dont le carré ajouté à lui-même est égal à son cube, et ainsi de suite. J'ai 153 occurrences comme ça que je ne vais pas développer ici, sinon aller jusqu'à minuit et quart, minuit et demi, ce qui serait dommage, et ça en fait donc un nombre unique. On peut l'extraire non pas seulement du nombre, mais de la géométrie, qui est donc l'aspect du nombre, et c'est facile, il suffit de dessiner un carré, n'importe quel carré, on le divise par 2, on pose la pointe de son compas ici, le crayon, on abaisse. Si le côté de ce carré vaut 1, cette ligne-là vaudra le nombre d'or. C'est extrêmement simple. Un enfant de 7 à 8 ans le fait facilement. On a exactement la même possibilité, cette fois-ci, dans un autre domaine des mathématiques, c'est-à-dire l'algèbre. On est passé du nombre à la géométrie et on passe à l'algèbre, c'est-à-dire des modalités d'expression mathématique. Regardez ces petits traits. Vous avez A, B, C. Si la relation BC sur AB, ou AB sur BC, est égale à AC sur AB, AC sur AB, le résultat est toujours égal, identique au nombre d'or.
On peut calculer l'inverse de la même manière. Donc une simple relation géométrico-algébrique permet la naissance de phi, le nombre d'or, et affirme ainsi sa vocation de vecteur universel de croissance harmonique. Parce que ça, c'est très utilisé dans toutes les formes d'expression architecturale. Philibert Delorme, la colonnade du Louvre, par exemple, Rivoli, toutes ces choses-là sont faites au nombre d'or. Il n'y a pas besoin de le dire, l'aspect. Alors quand on va face aux grandes pyramides, c'est une énormité, mais on n'est pas choqué. Parce que justement, on le verra dans l'exposé, cette présence du nombre d'or allège en quelque sorte la chose, ça nous la rend digeste. Mais notre nombre moderne et celui des anciens n'est pas le même, vous allez le constater. Pour les anciens, les nombres ont un sens, ce qui n'est pas le cas dans les mathématiques de nos jours. On va prendre cet exemple. Pour nous, le nombre racine carrée de 5, soit 2,236, son expression numérique, un nombre infini, vous apparaît comme un nombre banal et anodin, pas plus important qu'un nombre quelconque dans la suite infinie des nombres. Ainsi, les modernes posent-ils ingénument 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2, la barre devrait être ici, pardon, phi le nombre d'or. Cette barre devrait être ici, 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2. Soit encore 1 plus 2,236 divisé par 2 égale 1,618,033, une infinité de nombres. Pour les anciens, racine de 5, cependant, apparaît comme la somme du nombre d'or et de son inverse. Nous, on ne l'a pas vu, eux, ils l'ont noté et ils en tiennent compte. Ce qui modifie totalement les perspectives de la situation. Parce qu'en effet, pour eux, le nombre d'or est l'expression d'un rapport de proportion. Ça n'est pas un nombre, mais l'indicatif numérique de la présence d'une loi universelle de proportion harmonique croissante. C'est pourquoi on va trouver chez Léonard de Vinci des canons de dimensionnement qui donnent le nombre d'or. Remarquez que cette observation est très précieuse puisqu'on va l'appliquer dans le domaine des végétaux maintenant. On appelle angle de Wiener l'angle d'exposition optimale à la lumière qu'adoptent les végétaux chlorophylliens, tous les végétaux verts, ou les fleurs colorées, etc. Comment on l'obtient cet angle de Wiener? En partageant les 360 degrés du cercle par phi carré, phi au carré. Résultat, 360 divisé par 2, 618,033 égale 137 degrés 509. Il ne s'agit pas de 137 degrés de température, évidemment, c'est 137 degrés angulaires. Et on divise ces 137 par 2, résultat, l'angle de Wiener fait 68 degrés d'angle 75-45, ce qui se vérifie sur toutes les plantes que vous connaissez. D'autre part, ces 360 moins 137, c'est-à-dire cette valeur-là, propose l'angle de 222 degrés 49 millièmes, etc. Et ces 222 49 millièmes divisés par phi une nouvelle fois font 137 509, le même nombre. On voit donc que dans un enroulement spiraloïde, on aura cette fonction dans un cercle. Il suffit simplement d'appliquer le cercle de bonne dimension pour avoir toujours ce rapport. Ce nombre 137,509 est par ailleurs très proche de la valeur physique dite constante de structure fine, dont le physicien anglais Arthur Eddington disait qu'elle est en liaison avec l'univers entier depuis ses débuts et qu'elle le sera jusqu'à la fin. On voit que ce sont des lois universelles qui s'introduisent dans la création du vivant. Il apparaît dans tous les ordres de la nature, minéral, végétal, animal et par conséquent humain. Il semble être la matrice numérique de l'ordre physique en expansion, ainsi que l'ordonnateur de la croissance du vivant. Je donne des exemples que vous retrouverez évidemment sur le CD, qui sera mis en circulation dès que possible, et vous pourrez vous intéresser de près. Je rappelle qu'il y a un livret consacré à cela et qui est très simple d'aspect. On a par exemple des coqueillages mathématiciens, le nautile, très beau spécimen, étrange, mais voilà. Et lui, le voilà en mouvement. Son travail est d'une absolue perfection, mais lui-même ne le sait pas. Regardez sa coquille, elle est parfaite avec ce que dessine l'ordinateur, qui est à gauche, et hop, on superpose. C'est ce qu'on appelle le modèle logarithmique. En réalité, quand on regarde ici, on n'est plus dans le nombre d'or linéaire, mais volumétrique. Là. C'est-à-dire que cette chambre-là, multipliée par le volume, son volume multiplié par phi, donne la valeur de la chambre suivante, et ainsi de suite. Une proportion délirante qu'on sait à peine calculer grâce aux ordinateurs, mais la nature le fait, comme on dirait, les doigts dans le nez.
Ça, c'est pour réveiller les messieurs. Le rapport de proportion entre différents segments de la plante ou du corps humain, quand on dit d'une femme qu'elle est une belle plante, on ne se trompe pas. Eh bien, c'est issu d'une loi générale dont le nombre d'or semble être le pivot et à laquelle tous les individus, quels qu'ils soient, se rattachent. Je ne vais pas faire le détail, mais ça vaut la peine. Ça, c'est expliqué évidemment dans le petit livret. Regardez, toutes ces choses-là sont en dépendance étroite. Alors là, c'est l'arrêt des fesses derrière, hein, pour ne pas être trop intrigué. Pourquoi mettrait-on une ligne ici? En astronomie, donc il n'y a pas que dans le vivant, en astronomie, certains macrophénomènes, tels le développement des bras des galaxies spirales, de même que la répartition de la matière dans le vide spatial, et quand je dis vide, il faut entendre les guillemets, semblent étroitement dépendants du nombre d'or. Là encore, et comme dans le monde du vivant, phi apparaît comme un indice de croissance harmonieuse. Vous avez ici la figure du développement d'une galaxie spirale, qui est double en principe. D'autres secteurs de l'astronomie voient le nombre d'or apparaître. Regardez, et vous pourrez vérifier, tout cela est vérifiable, c'est pourquoi je vous l'offre comme ça. Vous prenez l'année solaire, 365 jours, 25,63. Vous divisez l'année solaire ainsi définie par l'année lunaire, et le résultat est assez rigolo, puisque si on le multiplie par 10, il nous donne 12,36, qui n'est autre que le redoublement de la valeur de l'inverse du nombre d'or. L'Église connaît ça, puisque dans le calendrier de l'Église, il y a un nombre d'or qui est lié à d'autres paramètres, mais celui-là était connu, il était oublié. Ça, je faisais ça quand j'avais 15 ans et quelques. Surface visible de la Grande Pyramide, c'est encore l'intelligence que j'ai soulignée tout à l'heure, divisée par surface invisible. Surface visible, c'est tous les côtés. Et la surface invisible, c'est la base. Surface visible divisée par surface invisible égale le nombre d'or 1,618. Bon, comment se fait-il que ces fameux égyptologues n'aient jamais rien aperçu? La surface du carré élevé sur la hauteur de la Grande Pyramide est égale à la surface d'un côté. On transforme une surface triangulaire en surface carrée. On est en train de nous faire une leçon de géométrie et de mathématiques intégrées. Il suffit de regarder sans préavis, sans a priori, et ça marche tout seul. Et là où ça devient intéressant, c'est que ça a été signalé. Pourquoi cette précision quasi absolue et permanente? Ainsi, l'erreur moyenne de la pose des pierres égale 1/10000000 par rapport à la longueur au carré, soit l'horizontalité mathématiquement exacte. Si parfaite est cette pose, les blocs de plusieurs tonnes sont assemblés avec une telle précision que les plus larges interstices ne dépassent pas 1/10000000 de pouce, c'est-à-dire 2,5 millième de millimètre. Les facelles et les arêtes ne le cèdent en rien au travail de nos opticiens modernes. Et ça, c'est une affirmation de l'égyptologue anglais, Sir William Flinders Petrie. À quoi il ajoute « Travail d'opticien moderne à l'échelle de plusieurs hectares ». C'est 5 hectares 3 quand même, la surface de base de la Grande Pyramide. On dirait de la maçonnerie géante assemblée à la loupe par un horloger. Pour l'archéologue allemand Meyer, il est presque incroyable qu'un tel projet ait pu être exécuté, car pour lui, il s'agit d'un songe surhumain qui fut une fois réalisé sur Terre et qui ne se répétera jamais. Affirmation déjà faite au Moyen-Âge par l'arabe Murtadi, qui prétendit qu'il est impossible de refaire les grandes pyramides d'Égypte à l'homme de la Terre. Les sous-entendus sont assez récurrents, mais je vous laisse la responsabilité de conclure. Pour le prince Michel Scarriatine, maladie avec des boutons et des rougeurs, bien sûr, pour s'en souvenir, cousin du tsar et ancien ambassadeur de Russie au Caire, qui travaillait auprès de l'égyptologue français Gaston Maspero, pendant 9 ans, il écrit, au contraire des autres pyramides qui partout comportent des matériaux quelconques de remplissage, la grande pyramide est bâtie avec le plus grand soin, et l'ajustage de chacune de ces pierres, aussi bien les dalles qui revêtaient l'édifice que celles qui lui servent encore de trame, est une œuvre de précision, un travail qui serait un luxe inutile pour un monument quelconque s'il ne devait pas remplir un but déterminé pour lequel la précision se révèle de première importance. Donc on voit que la Coudée propose une division métrologique extrêmement précise, au dixième de millimètre, et on voit que la réalisation a exigé cette précision dans le plus grand monument de pierre taillée du monde, encore de nos jours. On va faire le tour maintenant de la présence de phi dans la Grande Pyramide.
Si John Smith avait multiplié la valeur de la hauteur de la Grande Pyramide par la constante phi, au hasard, comme ça, il aurait trouvé la valeur du côté du radier, c'est-à-dire le socle. On ne sait pas, dans aucun livre pratiquement, on parle des dimensions du radier, c'est-à-dire le socle de la Grande Pyramide, qui est figuré par cette ligne-là. Si ça vaut 1, c'est-à-dire la hauteur, le côté vaut le nombre d'or. Si on analyse géométriquement, la Grande Pyramide est aux proportions de phi, puisque si on donne pour valeur au demi-côté, au demi, alors on revient, voilà, ainsi, à la demi-base 1, donc ça fera 2 ici, la hauteur sera équivalente à racine carrée de phi, le côté, c'est-à-dire l'apothème à phi, et la tangente de l'angle d'inclinaison des faces, racine carrée de phi. On ne peut pas échapper à l'idée que ça a été volontaire, puisque cette récurrence est totale. Maintenant, pour la définir selon 2 points de repère, tels qu'on l'a vu au début de mon exposé, le point de vue de John Taylor et le mien, en dimension ou proportion, les 2 constantes sont désignées, et elles seules. Demi-base égale 115 mètres 192, hauteur 146 mètres 608. Somme totale, 115,192 plus 146 608, 261 mètres 80, c'est-à-dire le nombre d'or au carré exprimé en hectomètres. On l'avait vu tout à l'heure, en hectomètres, c'est le nombre pi, maintenant c'est phi au carré. Donc cette opération apparaît ici. Maintenant, si on prend l'apothème, qui est équivalente en proportion au nombre phi, la demi-base, comme on l'a vu précédemment, est égale à 1, somme totale 1 618 plus 1, c'est-à-dire ceci plus cela, égale 2,618, plus en hectomètres, mais en proportion. On voit que ces gens-là, dans différents modèles, c'est-à-dire les proportions et les valeurs métrologiques en mètres et en constantes, ont concaténé un système ternaire afin qu'on ne puisse pas échapper à ces choses-là. Pour que vous en soyez pleinement conscient et convaincu, c'est ce que je vais appeler un défilé de coïncidence. Hauteur moins demi-base en mètres égale pi multiplié par 10 ou pi exprimé en décamètres. Donc c'est une valse hein, qu'il faut... Voilà. C'est la même valeur, hauteur cette fois-ci plus demi-base, toujours en mètres, égale phi au carré multiplié par 100. Hauteur multipliée par demi-base, toujours les mêmes valeurs, mais cette fois-ci c'est la 3e opération de l'arithmétique. Cette fois-ci en coudée, 280 multiplié par 220 égale 61 600. Il suffit de rajouter le radier pour avoir 61 800, c'est-à-dire le nombre d'or, enfin l'inverse du nombre d'or multiplié par 1000. Et ça c'est de la mathématique pure, c'est-à-dire il n'y a pas de référence métrologique. On continue avec les mêmes valeurs, cette fois-ci hauteur divisée par demi-base, toujours en coudée, 280 divisé par 220 égale la racine carrée du nombre d'or. Toujours en mathématiques pure. Donc ces éléments ne peuvent pas tromper. Regardez, hauteur visible, c'est-à-dire ce que l'on voit au-dessus du sol, cette dimension-là, divisé par 56. Alors là, je m'adresse surtout aux dames. Qui parmi vous s'est occupé, par plaisir, par intérêt, par curiosité, du jeu de tarot? Vous êtes combien? Une, c'est courageux. Ah, quand même. Et le nombre des arcanes mineurs, c'est 56. J'ai écrit un petit livret de 60 pages sur cette chose-là pour montrer que le jeu de tarot est non pas d'origine égyptienne, mais issu des bâtisseurs. Parce que cette proportion qu'on a vue tout à l'heure, le rapport entre phi carré et pi, c'est égal à 5 sixièmes. Mais 56 et 5 sixièmes, pour ces gens-là, c'est la même expression, mais le tenseur mathématique est différent. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il faudra avoir le deuxième film pour bien saisir ces nuances-là. Mais donc, notez que la hauteur visible divisée par 56, sous-entendu 5 sixièmes, égale phi au carré, le nombre d'or en mètres. Alors que la hauteur totale, qui va du sommet, c'est-à-dire du pyramidion jusqu'à la chambre basse, divisée par 56, c'est pi en mètres. Donc on voit les constantes, phi carré et pi, mais exprimées en mètres. Si on divise ce que l'on voit, et là, si on divise ce que l'on ne voit pas, on voit une partie et pas l'autre. Ces choses-là, évidemment, ce sont des preuves, si je puis dire, indigestes pour les gens de métier, mais ce sont des preuves tout de même. On continue, on fait 880, c'est-à-dire le demi-périmètre, divisé par la hauteur visible, c'est-à-dire cette dimension-là, qui s'arrête au sol. Pi, maintenant la totalité, 880, le demi-périmètre, mais cette fois-ci divisé par la hauteur totale, toujours en coudée. Résultat, phi au carré.
on ne sort pas de cette évidence. C'est impossible. Quelqu'un qui ne serait pas de bonne foi pourrait contester. Et il y en a qui le font. On peut obtenir comme ça plusieurs dizaines de résultats. J'en donne quelques-uns, mais vous pouvez les rechercher par vous-même. Apothème. Qu'est-ce que c'est que l'apothème? C'est la ligne qui va du sommet jusqu'au milieu de la base. Apothème divisé par demi-base égale phi. Apothème divisé par hauteur égale racine carrée de phi au 3 millième. Côté multiplié par 2 divisé par hauteur, on le sait, c'est phi. Hauteur au carré égale phi plus 3 au carré. Et phi plus 3 au carré est égal quand même par phi plus. Voilà, on continue ainsi. Les écarts sont microscopiques. La réalité, c'est qu'on est en train de nous enseigner que les vraies mathématiques, ce sont des mathématiques à base de nombres dits irrationnels, et que par conséquent, dans les vraies mathématiques, la précision est illusoire. C'est pas comme de nos jours, on exige d'avoir des dimensionnements parfaits. La preuve, c'est qu'on pense que les mathématiques sont l'outil idéal des sciences. Qui a un GPS dans sa voiture? Voilà. Alors, il faut savoir que le GPS, on est obligé d'en rectifier les opérations lourdes, parce que sinon, on risque de se trouver à 15 km de l'endroit où l'on est. Parce que l'espace étant légèrement courbe, il faut calculer ces choses-là. Mais les nombres même les plus précis ne sont pas capables d'une telle précision. Ça veut dire qu'il faut faire à la louche quand même. Regardez maintenant, c'est exprimé concrètement, c'est moins des maths. On retrouve phi au carré directement exprimé dans les valeurs angulaires des angles de la construction, c'est-à-dire la structure interne de l'édifice, comme s'il s'agissait d'une indication de la fonction et non seulement d'un aspect. Vous avez le couloir descendant ici, l'angle de descente c'est 26 degrés 18 minutes 10 secondes. C'est-à-dire phi carré multiplié par 10 exprimé en degrés, en angle. Et la chose est la même ici, puisque c'est l'angle inverse. Donc on nous indique la valeur alterne interne. En outre, la proximité de valeur de cet angle avec celui de la diagonale d'un double carré est très suggestive, parce qu'on va voir que c'est des éléments géométriques simplissimes. Angle de pente de la grande pyramide, 51 degrés 50. C'est-à-dire, vous prenez des skis, vous descendez, c'est 50 degrés. C'est quand même assez chaud comme descente. Confirmation par la trigonométrie. Angle de pente de phi, 51 degrés 49 minutes 38 secondes. Angle de pente de pi, 51 degrés 51 minutes 14 secondes. On n'est pas très loin. Et regardez la chose rigolote par excellence. L'angle moyen de pente de la grande pyramide est 51,50, donc c'est à la moitié de cela. On va retrouver sous une autre forme, parce que là c'est une extraordinaire coïncidence, comme d'habitude le hasard règne. Phi divisé par pi égale 0,5150, c'est-à-dire la valeur numérique de l'angle de pente de la grande pyramide divisé par 10. Donc ces gens-là se sont bien cassés la tête pour démontrer, nous prouver par tout moyen. Il y a mieux que ça, puisqu'Isaac Newton, qui était un obsédé de l'observation et du calcul, avait remarqué que, tiens comme c'est bizarre le hasard, l'angle d'arête, 41 degrés 59 minutes, et l'angle d'apothème, 51 degrés 50 minutes, de la grande pyramide de Gizeh, correspondent exactement aux angles de réfraction de la lumière à travers une sphère d'eau, ce qui permet le phénomène de l'arc-en-ciel. Donc on voit qu'au-delà d'un objet mathématique, c'est également un objet physique. Ce sont donc des gens très savants qui sont capables de coordonner des éléments mathématiques et physiques, et ils ne le disent pas. Pour la raison qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de mathématiques et pas d'écriture. Maintenant, la chose la plus secrète que j'ai trouvée est celle-ci. Lorsqu'on prend le côté de n'importe quel côté de la grande pyramide et qu'on le divise par deux, on a deux triangles rectangles égaux. On a figuré ici 3 triangles rectangles de différentes couleurs, mais c'est le même. Il a les mêmes caractéristiques. À la différence près que si on prend celui du milieu, le petit côté, s'il vaut 1, le grand côté vaut racine carrée de phi, et l'apothème, ou grand côté, comment on appelle ça dans un triangle rectangle, ce côté-là? Hypoténuse. Auquel cas, si le petit côté fait 1, ou la petite cathète, comme on dit pour les matheux, fait 1, le grand côté fait racine carrée du nombre d'or, et l'hypoténuse fait le nombre d'or. Ce même rectangle, il peut être décomposé par pi divisé par 4 pour le petit côté, auquel cas le grand côté fait 1,
et l'hypoténuse fait racine carrée de phi. Étroit comme ça. C'est le seul triangle rectangle dans l'infini des triangles rectangles possibles qui possède cette caractéristique, à savoir, vous prenez n'importe quel côté, vous le multipliez ou vous le divisez par le nombre d'or, et vous avez toujours la même formule. Et pourquoi? C'est une loi générale fondamentale de l'accroissement vital. La loi de proportion universelle est ainsi inscrite gratuitement, il faut aller la chercher, c'est tout. Vous verrez dans la deuxième partie qu'on retrouve cette loi, mais exprimée autour de la Terre, dans non pas une géométrie à base de lignes, que eux appelaient la géométrie masculine, mais à base de courbes, appelée géométrie féminine. Nous, on n'a pas du tout ces distinctions. Nous, quand on travaille avec des droites, or la grande pyramide n'est constituée que de droites, on ne fait pas de différence avec une géométrie avec des courbes, pas beaucoup de différence. Donc vous avez bien vu, ces trois triangles rectangles sont homothétiques et en progression proportionnelle. Si l'on multiplie le petit côté par la même quantité relative, c'est-à-dire ici racine carrée du nombre d'or, on trouve le grand côté. Et si on prend ce grand côté et qu'on le multiplie à son tour par la racine carrée du nombre d'or, on trouve l'hypoténuse. Donc ça fait petit côté multiplié par racine carrée de phi égale grand côté. Grand côté multiplié par racine carrée de phi égale hypoténuse. Petit côté multiplié par phi, hypoténuse. On sait que ces relations sont étroites et uniques. On voit que c'est quand même des matheux. Il y a pire, si je puis dire. En multipliant le côté d'un carré quelconque par la valeur... Alors moi j'ai noté toutes ces choses-là et ça fait l'objet en quelque sorte d'un dépôt d'études mathématiques indépendants de la grande pyramide. Ce sont des critères totalement indépendants mais qui sont inscrits. En multipliant le côté d'un carré quelconque par la valeur d'accroissement racine carrée de phi, nous obtenons le diamètre d'un cercle dont le périmètre est égal à celui du carré. Pour suivre correctement, le côté du carré c'est ici. Vous le multipliez par racine carrée de phi et vous trouvez le diamètre d'un cercle. Ce diamètre est égal à ce périmètre est égal à celui-ci. L'opération est simple et il fallait la trouver. Donc le carré et le cercle ci-dessus ont le même périmètre. C'est là ce que l'on appelle une quadrature périmétrique. Or la grande pyramide de Gizeh est bâtie sur ce principe. Regardez, ce carré et ce cercle ont le même périmètre. Ce diamètre, c'est la valeur de la base de la grande pyramide, et la hauteur, c'est le rayon. C'est assez étrange comme construction, mais on ne peut pas y échapper. Or, on se souvient qu'en symbolique générale, le cercle égale le ciel. Pourquoi le ciel est représenté? Parce qu'en réalité, vous regardez l'horizon pour délimiter le ciel, et ça fait un cercle. Vous êtes obligé de faire un cercle entier. En revanche, le carré, il y a les directions, nord, sud, est, ouest. Donc, ce carré représente la Terre. La chose intermédiaire, le triangle, représente la présence divine. Donc, à partir de là, ces gens-là, les successeurs des bâtisseurs, ont donné sous forme discrète, secrète, comme on veut, fermée en tous les cas, ce langage-là. Et ils l'ont maintenu. C'est ce qu'on a appelé, en quelque sorte, la mythologie. Il y a mieux que cela dans la grande pyramide, puisque lorsqu'on a... Regardez. La somme des valeurs en coudées du côté du carré et du diamètre du cercle de même périmètre est égale à 1000 coudées. À 1000. Côté du carré, 440 coudées, ça c'est la valeur de la grande pyramide. La grande pyramide fait 440 coudées de côté, c'est-à-dire 231 mètres 384. 440 coudées multipliées par la racine carrée de phi égale 560 coudées, à savoir donc, le diamètre de ce cercle. Ça veut dire que 440 coudées plus 560 coudées égale 1000 coudées. Ce sont ces hasards-là, évidemment, qui, en quelque sorte, bétonnent cette chose-là. Plus que cela. Qui parmi vous, s'il vous plaît, est allé sur le plateau de Gizeh? Voilà. Je suppose que, comme il n'y a rien au sol pour vous indiquer les dimensions, vous n'avez pas remarqué ce que je vais expliquer maintenant. Vous voyez ici, c'est la grande pyramide elle-même. Sur le côté droit et le côté en bas ici, c'est-à-dire le côté est et le côté sud, vous avez vu qu'il y a des fosses pour des bateaux. Or, la ligne sur laquelle est installée la droite qui coupe ces fosses au milieu, elle est à la valeur de pi en mètres. Plus exactement en décamètres. Donc, là encore, on voit que ce n'est pas seulement la grande pyramide qui est considérée, mais
des dessins qui sont faits à notre insu. Parce que les bateaux donc, sont à 31 mètres. Combien? Combien? 416, 31 mètres, 416. Donc ça, nous, on ne prête pas attention, mais le calcul nous l'indique. Rassurez-vous, maintenant on va faire la visite de la Grande Pyramide, figurez parce que c'est mieux. Et les quelques curiosités traînent ça et là pour attirer l'attention, semble-t-il. Par exemple, la hauteur ici, jusque-là, fait 9 coudées. Dans la chambre dite de la reine, moi j'appelle la chambre médiane, parce que il n'y avait pas de reine à cette époque, il n'y avait pas de roi, selon mon point de vue. Bon, 9 coudées. La largeur fait 10 coudées. La profondeur fait 11 coudées et la hauteur totale avec les chevrons 12 coudées. On s'aperçoit que c'est une progression. 9, 10, 11, 12. Là, il y a un petit secret que je vous laisse découvrir. Quand vous aurez le disque, le DVD, vous ferez vous-même les calculs pour découvrir ce que cela cache. On continue parce que ce que vous avez entendu, aperçu, compris de la Grande Pyramide continue dans la chambre haute. Il faut dire que toute la pyramide entière est de calcaire, à l'exception de cette chambre haute qui est de granit. L'intérêt de la chose à connaître, c'est que la masse volumique du calcaire et du granit sont les mêmes, 2,6 tonnes en moyenne au mètre cube. C'est-à-dire que ça a été choisi pour des raisons particulières que j'expliquerai tout à l'heure. J'appelle ça métamachine, et on va voir que c'est assez rigolo. Donc la chambre haute offre exactement les mêmes caractéristiques géométriques que l'extérieur en relation avec le mètre. C'est pourquoi la première fois, quand je me suis posé la question, comment fait-on pour savoir quel est le vrai étalon métrologique, je me suis dit, dans l'état où l'on voit la Grande Pyramide, usée, quasiment détruite à l'extérieur, il faut aller à l'intérieur, là où ça n'est pas usé, et en plus c'est du granit, donc ça ne se déforme pas. Donc j'ai pris les dimensions ici, j'ai vérifié avec l'extérieur, j'ai retrouvé tout cela, chose, semble-t-il, qui n'avait pas été faite. Ce qui est important parce que, n'étant pas soumise à l'érosion comme à l'extérieur, cette grande chambre haute a gardé les dimensions d'origine, pas d'usure, pas de gonflement, rien du tout. Parfait pour les dimensionnements. Alors je rappelle ce que dit ce colonel anglais, Howard Wise. Alors lui travaillait à l'explosif. On lui doit d'avoir, notamment par ce moyen, découvert la superstructure de la chambre haute. Il écrit « La maçonnerie de la chambre du roi est probablement le plus fin spécimen jamais réalisé au monde. Elle est constituée entièrement d'énormes masses de granit poli, mises en place avec la plus grande exactitude. Elle a su, au cours d'innombrables siècles, conserver sa perfection d'origine, pendant que d'autres constructions se sont graduellement écroulées en masses informes de pierres en miettes. Au contraire, ici, chaque bloc demeure d'aspect aussi frais et parfait que s'il sortait de la carrière, et telle est la massive solidité et la perfection de leur texture, ainsi que le labeur et la science employés à leur arrangement, qu'ils semblent en mesure de défier les effets du temps et les efforts de la violence humaine. » Alors c'est simple, vous êtes dans cette pièce dite chambre du roi, que j'appelle chambre haute, et les dimensions sont faciles. 20 coudées pour la longueur, 10 coudées pour la largeur, ce qui se réduit à un double carré que connaissent les francs-maçons en principe dans leur géométrie traditionnelle. Donc 1 pour le petit côté, 2 pour... voilà. C'est très simple. Avec cela, on a vu tout à l'heure que la racine carrée de 5, qui apparaît ici comme, non pas diagonale, mais comme du rectangle, diagonale du rectangle et hypoténuse du triangle. On note que 1 plus 2 plus 2,236, c'est la valeur de la coudée multipliée par 10. Première chose. Et ça, c'est sans métrologie. Hein. On n'a pas besoin d'ajouter mètre. Et quand on ajoute mètre, on tombe sur la coudée. C'est une preuve supplémentaire de ce que j'avance. Et voilà. Donc, racine carrée de 5, ou 2,236, c'est la valeur de cet ensemble. Périmètre du triangle, 1 multiplié par 2 égale du triangle de 1 par 2, c'est-à-dire celui-là, égale 5236. Cette dimension, donc. L'angle de la diagonale du double carré est très proche de 26,18, là. Hein. Toutes ces choses, donc, sont parfaitement contrôlées, connues. Origine de la coudée dans la géométrie droite. Donc, non seulement j'ai apporté une preuve à partir du cercle, mais maintenant, je vais l'apporter à partir d'un rectangle. La coudée est égale au dixième du périmètre d'un triangle rectangle de 1, sans aucune précision métrologique, sur 2. Petit côté égale 1, grand côté égale 2, hypoténuse égale 2,236 et quelques, nombre infini, nous racine de 5, c'est son nom, 1 plus 2 plus racine carrée de 5 égale 5,236, c'est-à-dire la valeur de la coudée multipliée par 10 exprimée en mètres.
on part de mathématiques pures, on arrive dans la métrologie moderne. On est passé par la coulée, voilà. Donc, nous sommes bien embarrassés de dire c'est la vérité, on ne peut pas tourner autour du pot. Premier constat évident, relatif à pi, c'est que le périmètre de cette chambre fait 31,416 mètres, c'est-à-dire pi en décamètre. Pas de problème. Si on enlève le petit côté, constat toujours évident, on a 20 coudées plus 20 coudées plus 10 coudées égale 50 coudées égale 26 mètres 18. Donc la valeur du nombre d'or exprimé en mètres multiplié par 10. On continue. Alors ça, ce triangle, il est particulier, il est en progression. On appelle ça un triangle rectangle Diophantine. 3, 4, 5. Célèbre triangle dit également l'égyptien ou pythagoricien, etc. Que les maçons aussi, les francs-maçons connaissent dans leur géométrie. En principe, s'ils la connaissaient, cette valeur, ils l'auraient déjà appliquée dans le plus grand ensemble édifié sur Terre, en pierre de taille, pour les maçons c'est un peu normal. Voilà. Périmètre de ce triangle 3, 4, 5, 3, 14, 16 décamètres. Périmètre du rectangle en rouge, 3, 14, 16 décamètres. Rapport de surface entre le triangle et le rectangle, de périmètre pi en décamètre, 3 sur 4. C'est une loi qui n'avait pas été découverte et que j'ai déposée à mon nom, évidemment, parce que ça vaut la peine d'être connu. C'est-à-dire entre des surfaces triangulaires et rectangulaires. Tout à l'heure, on a vu le transport entre surface carrée et surface triangulaire. Là, c'est rectangle. Ce sont des correspondances qui permettent d'aller dans la géométrie des courbes. Il y a pire que cela, puisque à cette époque, personne ne connaît les nombres irrationnels, mais c'est marrant parce qu'ils sont tous sur ce modèle. 2 fois π carré, c'est la valeur en mètres du petit côté. La diagonale du petit côté, c'est 3 fois le nombre d'or au carré en mètres. La longueur, c'est 4 fois le nombre d'or au carré en mètres, et cette ligne-là qui va du côté en haut à gauche, en bas à droite, vaut 5 fois le nombre d'or au carré. Donc la chambre haute offre une progression dimensionnelle bienfantienne de raison π carré, directement lisible en mètres. Alors ça, j'ai soumis ça à des matheux, ils n'ont jamais trouvé. Parce qu'ils n'ont pas cette intuition des choses. Parce qu'ils ne pensent pas qu'il y a de possibilité de relation entre la coudée, le mètre et constant. Toutes les dimensions de cette chambre sont des multiples, regardez, de nombres entiers en progression et dont la somme fait 100. C'est-à-dire, regardez, 4, 5, 9, 16, 20, 21, 25, ça fait 100. Alors, le nombre d'or au carré multiplié par racine carrée de 4, alors on est dans des nombres irrationnels entièrement, mais ça donne des valeurs complètes et en nombre clair. Multiplié donc comme ça. C'est cette valeur-là, c'est la largeur de la chambre haute. Sa hauteur, c'est π carré multiplié par racine carrée de 5. Donc ces nombres sont très particuliers tous. Or ça, c'est une figure géométrique qui est la base de la progression spatiale du nombre d'or. Vous avez bien compris, tout à l'heure, on a abordé le nombre d'or de manière linéaire. Maintenant, on est dans un contexte spatial. Donc ces gens-là nous font des leçons qui paraissent complexes à l'extérieur, mais quand on les voit habituellement, après, c'est facile. Mieux que là, cette chambre d'or est en relation avec la pyramide elle-même. Regardez, vous prenez A, B, C, D, cette surface et ce périmètre rectangulaire. ABCD multiplié par 4 égale la valeur en mètres de la hauteur. Si vous prenez maintenant ABEF, c'est-à-dire ABEF, là c'est celui-là, demi-valeur, multiplié par 4, vous avez la demi-base. Surface ABCD multiplié par 2 égale π en hectocoudées. On délire là, c'est-à-dire des relations entre systèmes métrologiques différents. Ça veut dire que nous avons 3 systèmes métrologiques concaténés. Ici les mètres, ici les constantes, ici la concaténation. 3 coudées pour la base donnera 1 mètre de hauteur pour racine carrée de phi d'hypoténuse. On est dans le délire. Or, cette chose-là existe en vrai. Vous la verrez dans le film, mais vous saurez qu'elle a été remplacée volontairement pour effacer cette preuve. Fort heureusement, avec Patrice, le réalisateur, on était allé en 2005 en Égypte pour filmer cela. Et quand on est retourné, donc 3 ans après, ça avait été effacé, changé, les dimensions et les formes changées.
Pardon? Le pyramidion, ça s'appelle, c'est le sommet, on pense que c'était le sommet. Et ça ne se trouve même pas dans le même site, c'est à plus de 30 km de distance. Donc on voit qu'il y a des gens qui savaient calculer à partir de mathématiques pures, transposées dans différents systèmes métrologiques en relation étroite. Exemple de correspondance numérique maintenant. Non seulement ils sont en train de nous apprendre à aller d'un système métrologique à l'autre, je ne vais pas faire des maths là parce que ça ne voudrait pas trop vous satelliser, mais ça sous-entend que si on travaillait ces choses-là dans différentes bases, au lieu de compter par 10, on comptait par 2, comme en informatique, on aurait des résultats d'aspects différents mais de propriétés identiques. Et ça n'est pas rien en maths. Enfin bon. Regardez l'exemple de correspondance numérique entre deux systèmes métrologiques utilisés simultanément. Apothème plus base plus apothème, donc deux apothèmes plus base, exprimé en coudées, ça fait 1152,16 coudées, alors que la demi-base en mètres égale 115 mètres 190. C'est le même terme quasiment, sauf qu'on a fait avancer la virgule d'un rang. Il fallait le faire. Correspondance numérique, donc évidente, demi-base, et la valeur de la base en coudées. Donc des mètres et des coudées qui deviennent des nombres d'aspects identiques. Rassurez-vous, la deuxième partie va vous alléger la tête. Ah. Maintenant, il faut considérer cette manière de voir les choses. Eux, les constructeurs, les bâtisseurs, leur manière de voir est particulière. Si l'on considère de près la manière des bâtisseurs de la plus lointaine antiquité, c'est leur écriture, c'est leur manière d'exprimer les choses. Donc, ce qui nous apparaît nous, sous forme de dimension, de surface, de volume, eux, c'est leur écriture. C'est assez étonnant. Donc, cette manière de voir et de penser. Selon ces manières, ce qu'ils confiaient à la pierre exprimait ce qui doit durer autant que la pierre, c'est-à-dire les choses les plus éternelles. Les nombres sont des choses semi-éternelles. Les nombres irrationnels, on sait où ils commencent, on ne sait pas où ils terminent. À cet effet, il disait, le nombre est l'alphabet de Dieu. On sait où il commence, on ne sait pas où il s'arrête. Donc on voit que nous, ça nous est venu dans les textes sous forme d'une mythologie ou encore d'une théologie. Si on fait l'effort d'aller au-delà de ces apparences, on retrouve les modalités de la pensée et on s'aperçoit de deux choses, que ces gens-là ont organisé leur langage autour des mathématiques et de l'astronomie, parce que ce sont les deux référentiels. On sait où ils commencent, on ne sait pas où ils terminent, tout comme les nombres irrationnels. Donc ça, c'est leur manière de penser. Pour être assuré que c'est des gens qui possèdent les mathématiques, on a vu des relations linéaires, c'est-à-dire des droites. Maintenant, on va étudier les aspects courts. Si on se met exactement à l'entrée de la chambre haute, c'est-à-dire, c'est un truc qui fait 1,17 m de haut et 1,4 m de large, on est obligé de se d'être humble quand on entre là-dedans. On est quasiment à 4 pattes. À partir de ce domaine-là, on établit une courbe spirale de raison phi, comme vous avez vu pour le Nautilus tout à l'heure. Là, vous avez un grand Nautilus ici qui est inscrit là-dedans. Présente une spirale dorée dans la grande pyramide de Gizeh. Le départ se fait à l'entrée de la chambre haute. Si vous visitez, vous n'avez pas ça, ça ne se voit pas. C'est l'œil de l'esprit seulement. Ce n'est pas l'œil humain qui va comprendre ça, mais l'œil intérieur, l'œil dit de l'intelligence. La preuve, c'est qu'on reconstruit à partir du nombre seul, du nombre d'or, le plan de la grande pyramide. On prend n'importe quelle droite de base, on l'appelle 1, et tout le reste est constructible à partir de là. Donc c'est relativement facile. Après, le dimensionnement qui doit être fait en mètres doit être congruent avec la première valeur. Ça, c'est autrement plus difficile, et le construire. Alors, je vais donner une preuve directe, matérielle, concrète, immédiate. L'unique entrée et sortie des grandes pyramides est décalée d'environ 7,35 m vers l'est, vers le soleil, donc vers la lumière, la compréhension, par rapport à l'axe central, l'apotème, de la face nord. Il faut savoir quand même que l'apotème des grandes pyramides, de cette grande pyramide et de la plus petite du site, sont creusés. Ça fait 8 côtés pour le tour, et non pas 4. Ça n'est pas un carré parfait, c'est un léger octogone. Donc pour que le centrage, alors ça c'est l'explication psychosociologique, pour que le centrage de cet accès ne soit pas trop évident pour d'éventuels pillards. C'est pour ça qu'on aurait décalé ça de 7,35 m. L'explication fonctionnelle, c'est pour que la pluie, en Égypte la pluie, il faut venir vraiment avec beaucoup de chance pour la voir, afin que la pluie concentrée par l'apotème rentrante ne constitue pas une rigole, on va rigoler, capable d'éroder cette entrée. Ça c'est l'explication fonctionnelle et aussi fantaisiste que l'autre. Moi l'explication scientifique que je donne,
C'est parce que le rapport de ce décalage avec le côté de l'édifice est porteur d'informations mathématiques et méthodologiques, car 440 coulées, c'est-à-dire le côté de la grande pyramide, divisé par 14 coulées, la quantité de déplacement de l'entrée par rapport à l'apotème, ça donne pi multiplié par 10. Donc là, il n'y a pas encore à tourner autour du pot. Évidemment, on privilégie cette explication parce qu'elle entre dans le contexte que je suis en train de décrire. S'il n'y avait que cela, on pourrait dire que c'est encore le hasard qui a bon dos. Regardez, ça, c'est le milieu de la base qui est ici. C'est donc l'apotème, c'est l'axe médian de la face nord de la grande pyramide. Et ici, le décalage de cette entrée-là, c'est l'entrée d'origine, ça c'est l'entrée des touristes. Eh bien, le décalage fait 7,35 m environ, c'est-à-dire 14 coulées. 440 divisé par 14, et il n'y a pas à tourner autour du pot. N'importe quelle calculette se fait. Ça, c'est le pyramidion. Le fameux pyramidion, cette chose-là, elle est homothétique de la grande pyramide. C'est-à-dire, elle est égale en proportion et en angle à la grande pyramide de Gizeh. Seulement, elle est à Dahchour, c'est-à-dire à près de 30 km au sud. C'est étonnant quand même. Oui. C'est pourquoi on peut dire, a priori, ce serait plutôt la maquette de la grande pyramide, qui montrerait qu'entre Khéops, qui a soi-disant érigé la grande pyramide, et son père Snefru, qui est le responsable de la construction de la pyramide rouge, il y a une transmission. Mais à cette époque, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de maths. Comment on fait cela? Ça, ça a été mis là pour dire qu'il y a une succession, puisque ça, c'est la première pyramide lisse en Égypte, la pyramide rouge. Pourquoi rouge? Parce que ceux qui connaissent un peu le monde de la physique, ils savent que le rayonnement rouge, c'est le plus visible dans l'obscurité. Donc c'est comme si on appelait à davantage d'attention, faisait un signal. Ça fait partie du langage. C'est ce que d'ailleurs avait détecté Champollion. Il dit que tout en Égypte ancienne fait partie du langage. Alors, eh bien, ça apparaît dans un livre rédigé par le découvreur et qui a rassemblé les pièces de ce pyramidion, M. Rainer Stadelmann, qu'on a rencontré à l'Institut et qu'on voit dans le film, et il confirme que les dimensions sont bien 100 cm de haut, mais lui, ça ne lui fait rien. 100 cm, il ne réagit pas. 157 cm de côté. Alors moi, la première fois que j'ai mesuré ça, c'est, pour vous dire le côté, comment dire, direct de la chose, c'était avec du papier hygiénique. Je n'avais rien d'autre. Arrivé à l'hôtel, j'ai mesuré la dimension du papier hygiénique pour m'apercevoir que ça faisait 1,57 m. Et comme j'étais habitué à cette manière de penser, je me suis dit, si le demi-périmètre de la grande pyramide divisé par la hauteur, ça donne pi, ça veut dire que ce côté, il fait pi divisé par 2. Alors, mais exprimé en mètres. Et ça date de 31 siècles avant notre ère. Là, on repousse encore les limites du supportable. Pire que cela, ce machin, donc, il fait 1 mètre de hauteur, 3 coulées de côté et racine carrée de phi, comme vous l'avez vu tout à l'heure. C'est donc là, en quelque sorte, le résumé métrologique et mathématique et physique de ce qui a été vu dans la grande pyramide. C'est la maquette. Vous avez ça chez vous, c'est tranquille. Pas besoin d'avoir le grand machin. Vous voyez ici, c'est marqué nord de Dahchour, c'est la pyramide nord. La pyramide rouge, c'est la pyramide nord. La pyramide sud du même site, elle est dite rhomboïdale parce qu'elle a 2 pentes. Vous avez déjà vu ça. First Dynasty, c'est-à-dire aux alentours de 2600 avant notre ère. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, en fait, la date exacte, puisqu'on ne peut pas dater la pierre. C'est ce que vous apprendrez par des géologues dans le film. On ne peut pas dater la pierre. Donc, cette chose-là propose 1 mètre de hauteur, racine carrée de phi, d'apotème et 3 coulées de côté. C'est-à-dire ce que j'expliquais jusqu'à présent, 3 systèmes métrologiques concatés. Maintenant, on a vu que la grande pyramide et sa chambre haute, ainsi que les chambres intermédiaires basses et médianes, avaient des caractéristiques mathématiques. On va retrouver ces mêmes caractéristiques sur le site lui-même. Vous avez ici la grande pyramide, la médiane et la petite. Khéops, Khéphren, Mykenæ. Vous divisez cela par 11 et les rapports de proportion ici sont tout de suite connus. Regardez, 11 septièmes, 11 ici, ce rapport-là, par rapport à la totalité, c'est pi divisé par 2. Donc l'implantation des pyramides sur le plateau de Gizeh ne s'est certainement pas faite au hasard, puisqu'ils imposent encore ces dimensions-là. Et ils les imposent parce que, en réalité, la pente même de la grande pyramide, elle est exprimée par
14 onzièmes, et on voit 11 septièmes. Et on a tout à l'heure aperçu 14 dans le décalage. Donc tous ces nombres simples cachent des vérités complexes. On continue, là on installe le double carré qu'on a vu dans la chambre haute, et on s'aperçoit que tiens, ce double carré il tombe exactement vers le sphinx. Donc c'est bien le terrain qui a été organisé géométriquement avec des données très simples. Mais là où ça coince, c'est que la réalité est plus subtile, puisque le seul point fixe de ce site, c'est le sphinx lui-même, c'est-à-dire cet endroit-là. Donc tout a été calculé en fonction du sphinx. C'est-à-dire que le sphinx, il n'a pas été construit après la grande pyramide, ni après la deuxième, ni après la troisième, il était là d'abord, il a servi de point fixe à l'ensemble. Donc tout ça, ça rase tout ce que les égyptologues enseignent. C'est gênant, mais c'est ça. Donc on va trouver, de la même manière qu'on l'a vu dans la chambre haute, des relations géométriques particulières. Regardez, 1000 fois racine carrée de 3, c'est la dimension totale de cet espace occupé. Ah. Pire que cela, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait développer une spirale de raison phi, c'est-à-dire nombre d'or, dans la grande pyramide en partant de l'entrée de la chambre haute. On continue, là ça s'appelle le trou de Campbell, qu'on voit sur le site. On ne s'en approche pas, de toute façon il est interdit d'aller regarder. On se positionne ici, on développe donc cette spirale de raison phi, elle passe ici par la pointe sud-ouest de la grande pyramide, elle intercepte la pointe nord-ouest de la deuxième pyramide, et les deux pointes nord-ouest-sud-ouest de la petite. Donc on voit qu'il y a une volonté là-dedans. Regardez, ça c'est la surface de base de la grande pyramide. Micro. Surface de base. Donc c'est une spirale dorée là qui se développe. Et on va voir que ça c'est intéressant parce que le sphinx, il intercepte la ligne d'équinoxe du lieu. Donc là on a des données astronomiques. Mieux que cela, on peut recommencer ici, à l'entrée du temple de la vallée. Ceux qui sont allés sur le site de Gizeh, le temple de la vallée, cette espèce de gros truc énorme, les blocs de calcaire font jusqu'à 400 tonnes. Ils sont posés les uns sur les autres. On a du mal à imaginer qu'on fasse des temples en posant des blocs de 400 tonnes les uns sur les autres. Pourquoi faire? Nous, on aurait tendance à faire des parpaings au maximum de 4 kilos. Parce qu'évidemment, après la journée de travail, voilà, mais 400 tonnes, c'est pas une journée de travail, c'est une demi-seconde de travail et c'est terminé. Donc, vous voyez, on voit qu'il y avait une spirale du nombre d'or qui englobait ça, mais il y en a une autre qui commence par l'entrée du temple de la vallée. De la même manière que tout à l'heure, cette autre spirale dans la grande pyramide en élévation commençait à l'entrée de la chambre haute. Maintenant, on vous propose donc de comparer le site de la grande pyramide avec son intérieur. Chose rigolote. Il faut pouvoir le faire. On continue, c'est encore pire, hein, vous étiez prévenus. Mais comme vous aurez plus tard, j'espère, le CD, enfin, c'est-à-dire le DVD, vous allez pouvoir regarder tout cela, vous émerveiller de la science incluse là-dedans. Vous avez le profil de la grande pyramide dite de Khéops et les écarts figurés ici. Entre la grande pyramide de Khéops et celle qui vient après, dite de Khéphren, il y a 213 coudées d'écart. Entre la deuxième et la troisième, vous chercherez vous-même, parce que c'est pour que vous fassiez l'opération vous-même, que vous soyez sûr une fois pour toutes que c'est vrai. Si vous prenez donc cette chose-là, par la géométrie courbe, vous mettez la grande pyramide de profil dans un cercle, ce cercle fera 453 coudées de diamètre. Ça marche? Vous mettez un cercle dans le profil de la grande pyramide, son diamètre sera de 213. Vous multipliez 213 par 2 et vous obtenez le grand cercle dans lequel la grande pyramide suivante s'inscrit. Et la même chose ici, 205, le diamètre de ce cercle inscrit dans cette deuxième pyramide. Hop là, vous le trouvez ici. Ce sont des leçons de maths, de géométrie. On peut le traiter par l'algèbre, mais là, c'est quand même 4 heures à 5 heures de travail. On continue. Voilà, je comprends ça. Vivement les vacances. Cet ensemble a été coordonné à partir du seul point fixe du site, c'est-à-dire lui, là, le sphinx, l'emblème général de l'énigme. Et lui, il est là. Il nous pose sa question silencieusement. Il dit, vous me regardez, mais essayez de comprendre, c'est pas à la portée du premier venu, semble-t-il. Regardez cette pyramide. Vous en prenez la surface.
vous la décalez ici, et tiens, en mettant une ligne sur ce côté-là, vous tombez exactement entre la tête et le corps du sphinx. Vous prenez le profil de cette grande pyramide, vous en mettez la pointe ici, tiens, ça intercepte ici la pointe de la petite pyramide, et quand on revient, on intercepte le point qu'on a découvert ici, c'est-à-dire le point entre la tête et le corps du sphinx. Et ainsi de suite, parce que ça continue. On est au centre ici d'un cercle qui passe par la pointe de la grande pyramide et de la pyramide médiane. On trace donc un axe nord-sud parfait sur la grande pyramide ou l'autre, est-ouest, et on s'aperçoit que, bah, tiens, ce cercle il se trouve exactement au même point que les deux points précédents, c'est-à-dire à la section entre la tête et le corps. Alors quand on se dit le sphinx c'est une tête humaine et un corps de lion, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Certains ont dit l'intelligence c'est la tête, l'aspect corporel, matériel, c'est le corps. Donc le rapport entre le corps et l'esprit. Ça c'est bien facile. La réalité est tout autre et vous allez la découvrir dans ce film. Je l'expliquerai très rapidement tout à l'heure, mais de manière claire, n'ayez pas de crainte. Ce que l'on voit simplement, c'est que le nombre phi et le nombre pi, comme si c'était les deux mains du Créateur, à eux seuls, ces nombres construisent l'univers, le normalisent, en établissent les proportions, les lois, etc. Mais ces nombres ne sont pas faciles à manier puisqu'ils commencent mais n'ont pas de fin. C'est pourquoi il faut penser que radicalement cette chose-là nous est impossible à comprendre. C'est transcendant. En faisant en permanence ce genre de constat, je suis arrivé à me poser les questions, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pourquoi on s'est cassé la tête à faire cela? Parce que c'est vraiment un casse-tête. Vous en apercevez la complexité et le caractère unique de la transmission. Donc j'ai mis en relation petit à petit les éléments constituant cette énigme, et je me suis aperçu de ce que vous allez trouver en deuxième partie. Ça ne va pas tarder. Vous allez voir que petit à petit, ce qu'on a vu sur le site va se montrer à l'échelle planétaire, c'est-à-dire aux dimensions même de la Terre, à mesure que notre information se complète. Maintenant, je pense que vous savez un peu de quoi il s'agit. Vous avez un peu l'intuition que ces gens utilisent les mathématiques, les nombres, la géométrie pour parler de quelque chose. On ne sait pas encore quoi, mais on va le découvrir. Ça veut dire que vous avez fait l'effort maximal, vous êtes arrivé jusqu'à cette... Vous avez droit à un quart d'heure de détente. Les toilettes, c'est au fond là-bas en diagonale. Je vous remercie beaucoup. Sachez que vous allez vous distraire la deuxième partie. Parce que vous en avez pour votre argent. Hein. Oui.